C'est horrible parce qu'en fait, quand tu dois pisser, bah, ça te bloque. T'es nu? Ouais. Si jamais t'es en t-shirt, par exemple, tu dois lever le t-shirt jusque-là. Je crois pas. Je te jure. Et là, t'as un random que tu connais pas. Bah ouais. T'as Jean-Louis qui regarde. Ouais. Mais là, t'es là, le mec, Tu sais il est que comme le ça. mec, Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Florent Manodou, le nageur, qui va venir nous raconter comment il a vécu. Guillaume. Je suis prêt à présenter mon émission. Attends, Ça y est. on tourne là. Tu veux le faire maintenant? Ouais, je le sens là. Mais c'est un métier. Ouais, mais je peux pas t'expliquer pourquoi, je le sens, je sais que c'est le moment là. C'est quoi, regarde. Je te parie même 5 €. 5 € là que je le tiens. Eh ben, tenu. Vas-y. Allez. Pas de problème, tiens, justement, ça tombe bien. Vas-y. La caméra est là. Bonjour et bienvenue à Louis. Eh ben voilà, merci beaucoup. Mais allez hop, 5 € de gagné. Tu sais quoi? Comme je suis bourgeois, regarde, j'avais un billet. Laisse-moi de 100 là. essayer. Regarde, tu choisis le pari, on en fait un deuxième. Je choisis le pari? Ouais, tu peux te refaire. Ok. Juste derrière là, Ouais. la porte, il y a Léon Marchand. Ok, vas-y. Léon Marchand. Tadam. Mais tu veux que c'est Seb en fait, c'est pas du tout Léon Marchand. Il y a une barbe, il a pas de barbe Léon Marchand. Qu'est-ce que tu fais? Je suis un peu un effort. Oui, mais je suis pieds nus. Bon, faites pas comme nous, ne pariez pas sur n'importe quoi, allez plutôt sur winamax.fr et pour tous les premiers dépôts, vous pouvez avoir jusqu'à 100 € en pari gratuit. En plus, et avec le code Légende10, vous avez 10 € supplémentaires pour parier sur winamax.fr. En tout cas, les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Les jeux ne sont pas une alternative au travail et ne permettent pas de s'enrichir. Et on y va maintenant avec Florent Manodou sur Légende. Salut, c'est Florent Manodou sur Légende. Eh ben, Hop là. bienvenue. Merci. Florent, Merci Florent pour qui l'invitation. a eu un 6 mois très chargé là. Ouais. Je te demandais si on s'était rencontrés, je sais plus, parce que je t'ai tellement vu un peu partout dans les 6 derniers mois que j'ai l'impression qu'on s'est rencontrés. C'est vrai que je suis passé pas mal, ouais. Je suis passé pas mal. Ça te le fait que dans la rue, on t'arrête et ils ont l'impression de te connaître sans être sûr que c'est toi? Genre, on se connaît, non? Ils te remettent pas totalement, mais ils te remettent un peu. En fait, les gens me connaissent. Enfin, les gens déjà me regardent parce que je suis grand. Donc forcément, ils voient un grand. Tu fais quelle taille? Je fais un 99. Et ils se disent, putain, mais en fait, je crois que je le connais. Et après, ça arrive, tu vois. Là, avec les jeux, on me reconnaît beaucoup plus, mais ça m'est arrivé ouais, dans le passé. Ouais. Les Jeux Olympiques, tu vois que c'est vraiment une exposition énorme dans la rue. Tu vois la différence France, avec les gens? En France, c'était ouf. Ouais. En fait, moi, ça m'a fait bizarre parce que j'ai fait plein de Jeux Olympiques et pour la première fois, c'était en France. Et niveau résultat, j'ai eu de bons résultats. J'ai fait 2 médailles de bronze, mais j'ai toujours fait mieux sur les 3 d'avant. Donc en fait, je me suis dit, bah, moi, j'ai fait moins bien, genre, ça va rien ajouter sur ma notoriété. Et en fait, le fait que ce soit en France, genre, les gens ont beaucoup plus suivi, donc c'est un peu dur à gérer de temps en temps. Putain. Ouais. On va parler après de la carrière d'un sportif. On n'en a pas reçu beaucoup ici. Je me suis rendu compte en te recevant. Et parce que en fait, tu sais, des opportunités ou des messages que je reçois où ça s'est fait naturellement. On a eu Fabio Quartararo en champion MotoGP là. Mais c'est hyper intéressant de savoir parce que c'est quand même des vies où tu dois vraiment t'investir à 200%. On en parlait un peu rapidement dans le bureau. Il faut que tu ailles chercher le 0,1 seconde, etc. C'est des sacrifices. C'est du vrai boulot, mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point vraiment il faut bosser pour arriver à médaille de bronze à ce niveau-là, quoi, tu vois. Ouais, c'est difficile, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit plus difficile qu'un autre métier. Enfin, les très bons dans leur domaine ont dédié beaucoup de choses dans leur vie à leur sport ou à leur passion, ou je sais pas, à la musique, au théâtre. Donc forcément, quand tu as déjà une base qui est bonne, nous on a les sportifs, on a un patrimoine génétique, je pense. C'est pas que de l'entraînement, tu vois. Et les meilleurs dans leur domaine, forcément, ils dédient leur vie un peu pour ça, donc ils sont bons. Enfin, c'est un peu... Moi, je vois ça comme ça. Je pense que toi, tu as dédié un petit peu ta vie à tout ça aussi. C'est pour ça que t'es là maintenant, tu vois. Donc, c'est une passion aussi. Hein. Je pense que si t'es pas passionné à par le truc, tu peux pas... Alors moi, je suis pas passionné de natation. Non, c'est vrai? Non, je suis passionné de sport. J'aime pas trop... C'est pas que j'aime pas nager, mais si j'avais pu être bon dans autre chose, tu vois, j'aurais fait. Non, franchement, c'est chiant de nager. Qu'on se le dise. Tu nages ou pas? Non, bah voilà, un petit peu, mais moi je c'est. En fait, tu préfères aller faire un tennis avec un pote? Je préfère jouer au padel, par exemple, voilà. Avec des copains. Oui. Ou jouer au tennis, ou jouer au foot, ou jouer au basket. Mais je respecte complètement les mecs qui font de la natation. Mais sincèrement, tu ne joues pas à la natation, tu vois. Oui, tu joues pas à la natation. Oh putain, je vais aller nager là, ça va être trop bien, tu vois. T'as pas ce truc-là. Il n'y a pas des mecs qui kiffent, tu crois, s'enchaîner? Si, tu kiffes, mais c'est pas. C'est un sport c'est laborieux en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est pas rigolo, il faut s'enchaîner. En plus, tu peux pas parler, c'est chiant. Je sais pas si tu fais du vélo, par exemple, c'est chiant aussi. Enfin, moi, j'estime que c'est un peu des sports chiants, vélo, courir, natation, des choses comme ça. Mais en natation, en plus, tu peux pas parler, quoi. Donc,
C'est vrai que tu parles à personne, jamais. Non. Et les sports solo aussi, c'est plus dur quand t'es pas en équipe. Oui, non, t'es parce tout que seul. tu t'entraînes dans un groupe. Donc ça va. En natation? Ouais. Ouais. Ouais, ça va. Oui, mais pendant les 2 heures où tu t'entraînes, je vais te parler de ton planning, après tu vas nous dire les rythmes d'entraînement. Juste, on reprend la vie de l'invité, on va y aller vite, parce que je crois que tu n'as pas beaucoup de temps, mais histoire de comprendre. Tu es né en 90, Ouais. à Villeurbanne. Parents sportifs, famille de sportifs ou pas? Ouais, mon père faisait du hand. Ouais. En fait, ils ont toujours été dans des associations pour aider bénévolement, etc. Bon, le système français fait qu'il y a beaucoup de bénévoles, et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des champions. Donc, Pour les JO aussi, il y a beaucoup de bénévoles. Au JO aussi, il y a beaucoup plus de bénévoles que de sportifs d'ailleurs. Et ils nous ont mis, parce qu'on est 3 enfants, ils nous ont mis au sport. Tu vois, j'ai fait du judo, j'ai fait de la natation, j'ai fait du handball, etc. Donc il fallait qu'on fasse un sport. Après, moi j'étais c'est pas hyper actif, je pense, mais mes parents m'appelaient le diable de Tasmanie par rapport à Taz. Ouais, tu courais partout. Ouais, j'avais trop d'énergie, donc il fallait me canaliser. Donc ils m'ont mis dans plusieurs sports, et moi j'adore le sport. Donc même pas fan de natation, tu dis, tu te retrouves là-dedans un peu. Ouais, bah comme en fait, il fallait apprendre à nager, quoi. C'était la chose importante. On partait en camping souvent l'été avec mes parents, et il y avait souvent des piscines ou la mer. Donc, quand tes parents, je suppose que quand tes enfants ils savent nager, tu te dis bon. T'es un peu rassuré. C'est bon, ils vont pas couler. Ouais, je suis d'accord. Et après, t'es bon et tu continues, tu te fais des potes, tu rempiles sur une saison, etc., etc. Après, tu gagnes un peu d'argent avec parce que ça devient ton métier. Et puis, je sais pas, challenge, choses comme ça. Tu commences par le hand? Non, j'ai commencé par la natation. Parce que j'ai commencé à 3 ans, et je pense qu'au hand, j'ai dû commencer à 5 ou 6. Et donc tu fais les 2 sports en parallèle? Ouais. T'en fais d'autres à côté? Tu dis que t'es fan de sport? J'ai fait 1 an de judo, mais ça m'a pas trop plu parce qu'il n'y avait pas assez de combats. C'était trop genre de la gym un peu, tu vois. Je suis peut-être pas. Ah, quand t'es en petit, tu veux dire? Ouais, tu vois, moi j'avais envie de combattre, d'aller faire de la compète avec les autres, quoi. En fait, j'aime pas perdre, donc j'aime bien la compétition, choses comme ça. Ce qu'il y avait en natation, ce qu'il y avait au hand, parce que t'as des matchs au judo, j'ai l'impression que c'était un peu de la gym au départ. On a reçu plein de photos. T'es au courant un peu des photos qu'on nous a envoyées ou pas du tout, non? J'ai envoyé des photos à mon community manager. Oui, c'est ça, c'est des photos de toi petit qui t'entraînent avec ta sœur. Photos de famille. Putain, c'est marrant, on te reconnaît, t'as la même tête. Hein. Ça, c'est mon frère à côté. Ça, c'est ton frère? Mon grand frère, ouais. À la pêche? Ouais, mon frère aimait beaucoup la pêche, donc il m'a amené avec lui. Il est carpiste. Il était carpiste, donc on se levait très tôt. Et moi, je voulais juste être avec mon frère, je sais pas. C'est quoi la différence avec les autres pêches, les carpistes? Pêche à la carpe, en fait, tu lances ta ligne et tu mets ta ligne sur une espèce de beeper. Et en fait, ça reste au fond. Donc tu peux faire des trucs en même temps. Donc on jouait à la pétanque, on jouait au ping-pong à côté. Et en fait, dès que ça mord, ça bip. Et du coup, tu prends ta canne. Ah oui, c'est une pêche tranquille où tu peux faire autre chose. C'est une pêche camping, quoi. C'est quoi cette première médaille? Ça, c'est, je pense, mon premier titre de champion de France par catégorie. Je devais avoir 10 ans, je pense. Putain. C'est marrant, t'as fait des photos. Avant, t'étais en blond et tout. Et après, t'as fait des séries de photos. Là, tu t'es chauffé un peu. T'as testé. Ça, c'était. T'as testé avec des sabres, de faire des photos avec des sabres. L'année dernière, on a eu les championnats du monde au Japon. Et on a visité un peu un ancien temple. C'est marrant, c'est avec toi, t'es un peu en roue libre. Ouais. T'es un peu fun. C'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai envie de me faire tatouer ça. Tu sais, je suis très tatouage. Ouais. Et j'ai envie de me faire tatouer un truc par rapport à un roue libre. C'est exactement ça. Ouais. Je suis en roue libre, quoi. Parce que je me suis dit, j'ai reçu une photo avec un sabre. Je me suis dit, ok, le mec, il est en roue libre, ça y est. Ouais, en fait, pour un sportif, je suis beaucoup en roue libre. En fait, t'es assez fun, t'es assez drôle. Non pas que les autres le soient pas, mais c'est vrai que toi, quand on te voit dans les interviews, on sent que t'en as un peu rien à foutre, dans le bon sens du terme. Tu te mets pas de pression. Au début, j'étais moins comme ça, et puis je me suis rendu compte que c'était pas moi-même, donc je me suis dit, tu sais quoi, reste toi-même, on verra bien. Et voilà, j'ai envie de faire un truc, je le fais. Ça plaît pas, je m'en fous, en fait, c'est important pour moi. T'as fait des interviews où t'étais stressé à la télé, quand tu te retrouves chez Salamé, j'en sais rien, chez d'autres. Les plateaux de télé, c'est beaucoup moins chaleureux qu'ici. Ouais. Voilà, c'est plus cocon. Bah là, c'est plus intimiste déjà, on est beaucoup moins, donc c'est plus facile. J'ai eu la chance de pouvoir voir ma sœur, en fait, très tôt. Ma sœur a gagné les Jeux, elle avait 17 ans, donc moi j'en avais 13. Donc j'étais vachement observateur. Et j'ai fait d'abord des interviews, donc il y avait des caméras sur moi dans mon jardin quand j'avais 13 ans. Déjà, ça c'était très bizarre. Puis après, tu apprends un petit peu à connaître le monde de la télé. Mais il y a des moments où c'était un peu trop, quoi, où tu t'emmerdes, mais ça fait partie du jeu. Ouais. En fait, les sportifs, on n'est pas fait pour faire de la télé, j'ai l'impression. Pourquoi? Je sais pas, c'est pas notre monde. Ah, c'est un truc qui est complètement différent. Ouais, à la télé, t'arrives, tu te fais maquiller, tu vois, t'es un peu starisé. Nous, dans le sport, que tu sois bon ou pas bon, à 7h du matin, t'es dans l'eau, quoi. Tu vois,
Donc t'as pas ce truc de... Souvent, j'ai l'impression que c'est des acteurs, c'est des gens de théâtre, c'est des musiciens, des gens qui sont un peu starisés, tu vois, dans ce sens-là. Nous, les sportifs, on est un peu... T'es pas chouchouté en tant que sportif, tu veux dire, c'est pas pareil, c'est... Tu peux pas être chouchouté, de toute façon, il faut que tu t'entraînes. Tu vois, t'as pas de passe-droit. Si tu t'entraînes moins bien une saison, bah t'es moins bien. Tu le vois direct, ouais. Ah ouais. Tes parents, ils t'ont poussé dans le sport. Est-ce que, tu sais, on a vu dans la méthode Williams, Serena Williams, et Vénus, son père qui était hyper dur. Il y a ça dans la musique avec la famille Jackson, par exemple. Leur père était ultra hardcore. Est-ce que tu as eu ça, toi? Est-ce que tes parents, ils étaient hyper durs pour que tu réussisses? Non. En fait, je pense que ça passait par d'autres méthodes. Tu vois, ils me donnaient un peu des challenges. Ils me disaient, bah, si jamais tu fais ça, tu auras ça un peu à la carotte. Donc, je pense, c'était une bonne manière, mais je pense pas que ce soit la seule manière pour être bon. T'en as vu, toi, des nageurs où il y avait leurs parents qui leur mettaient pas le choix pour... Est-ce qu'on est obligé d'être dans une pression de ouf pour être un grand sportif? Je pense pas. Je pense plus. Avant, je pensais que c'était comme ça, mais maintenant, je pense que ça passe par autre chose. Et ça dépend des caractères aussi. Moi, je pense que ça passe beaucoup par le plaisir maintenant. Si t'as pas de plaisir à faire ce que tu fais, tu le feras mal. Donc, Mais il y a un espèce de truc malsain, je trouve, en natation. Maintenant, je suis un petit peu plus âgé, j'ai vu beaucoup de choses. C'est cette espèce de position physique du coach par rapport à l'athlète. Tu vois, là, je te parle, on est d'égal à égal, on est en face, les yeux dans les yeux. Si jamais je me lève, tu vois, ça va être un petit peu différent. Alors si je me mets en dessous, c'est différent aussi. Donc tu as ce truc de, quand tu es en train de te former en tant qu'être humain, je sais pas, vers l'adolescence, bah, tu as une espèce de figure maternelle ou paternelle, c'est un homme ou une femme, plus grand, qui va dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et je trouve que c'est un espèce de déséquilibre que moi, j'aime pas. Tu vois, si tu fais d'autres sports, généralement, ton coach, il est en face de toi. Et donc, cette posture-là a eu effet que certains athlètes, certains nageurs, à la fin de leur carrière, en fait, ils sont un peu perdus parce qu'ils n'ont plus cette figure-là qu'ils avaient pendant des années. Et le coach était un peu le chef. Moi, je suis un peu différent maintenant parce que je suis un peu plus âgé, mais j'ai toujours été un peu contre cette méthode-là, genre tu vas faire comme ça et c'est moi qui décide. L'athlète, c'est moi qui suis sur le plot aussi. C'est moi qui décide de ce que je veux faire. Tu peux avoir un guide, mais par contre, un mec qui dit tu vas faire comme ça, autrement tu bosses pas avec moi. Avec moi, ça marche pas. Ah, c'est vrai? Non, ça marche pas. Après, j'ai eu la chance d'être bon très tôt, donc je me suis dit, je vais imposer un peu mes trucs. Il y a des choses que je fais évidemment comme tout le monde, mais je me suis dit, ça, j'ai pas envie de le faire. Si un coach me demande ça, je vais pas le faire. Alors ça allait au clash. Et je leur disais, mais j'ai réussi comme ça, donc t'as pas le choix. Et ça a fonctionné un peu comme ça pendant toute ma carrière. Donc je suis un peu chiant à gérer de temps en temps. Je sais. On va parler de la bouffe après et tout, mais genre c'est des vrais sacrifices où quand même t'es un peu, tu vois, il y a des footballeurs, on sait qu'ils sortent un peu et pourtant ils sont très bons sur le terrain. Il y en a qui mangent que du brocoli et des pâtes, machin. Toi, t'es comment là-dessus? Tu vis ou tu fais vraiment très attention? Moi, je vis. Je vis beaucoup. Non, en fait, ça m'emmerde en fait si jamais je reste dans ce moule-là de tu manges, tu t'entraînes. Ouais, de faire que ça, tu veux dire. Bah, c'est pas fun, quoi. Enfin, après, c'est mon tempérament, mais moi, par exemple, cette saison, je te prends la dernière saison qui s'est écoulée, ouais, c'est plus simple. De septembre à décembre, je me suis dit, tu fais à faire la fête. Donc j'ai fait la fête, j'ai mal mangé. Voilà, c'est beaucoup 4 mois de fête. Hein. Ah ouais, mais bon, je me suis régalé par contre. C'est-à-dire, tu voyages, tu sors, qu'est-ce que t'as fait? Non, je m'entraînais un peu à côté, tu vois, mais mon objectif, c'était de prendre soin de mon cerveau. Parce que je savais qu'après, j'avais 6 mois avant les Jeux, et que 6 mois, ça suffit pour moi, pour une préparation. C'est hyper individuel, hein, mais moi, 6 mois, ça me suffit. Si j'avais commencé en septembre, peut-être qu'en avril, je me serais dit, putain, ça me saoule, là, je vais faire autre chose. Donc je me suis dit, tu prends soin de ton cerveau, tu fais la fête, hein, tu fais ce que tu as envie de faire, à ce moment-là, j'ai envie de faire la fête. Je suis arrivé en décembre, j'ai fait vice-champion d'Europe parce que j'étais sur une énergie un peu positive. Et après, je suis parti en Australie, j'ai fait 6 semaines solo, où j'ai bien mangé, où j'ai bien dormi, etc. Puis après, je t'ai lancé. 6 semaines solo? Ouais. Tu pars seul, vraiment? Bah, j'ai rejoint mon meilleur pote, qui me coachait, mais sur des séances qui étaient écrites par un autre coach. Donc je suis parti pour me mettre un peu dans le droit chemin, quoi. Putain. Ouais, donc tu arrives à profiter quand même et à pas t'imposer une vie de moine. Non, pas du tout. Je suis pas comme ça. Tu vas arrêter l'école assez tôt. C'est-à-dire que tu mises tout sur le sport. Tu te laisses même pas le choix de te dire, tiens, tes parents, ils te disent pas, passe le bac, des études supérieures ou quoi, ça part... Ils ont pas eu le choix, mes parents, malheureusement. En fait, ils ont fait le choix déjà avec ma sœur, qu'à la fin quand elle est partie à Melun rejoindre Philippe Lucas,
Elle a essayé de faire le CNED, donc cours par correspondance. C'était compliqué, puis après elle a commencé à être forte, puis elle a été championne olympique à 17 ans. Donc moi je suis arrivé quelques années après, je dis, je vais faire pareil, non? Donc j'arrive, je suis au lycée, les cours ça me saoule un peu, c'est pas trop un système que j'aime, c'est trop long, c'est trop lourd. Les gens ils sont pas faits pour les études Non, je pense pas, je pense que le système n'est pas adapté pour tout le monde et c'est pas grave. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de personnes autour de moi qui n'ont pas le bac et c'est sans doute ceux qui ont le mieux réussi. Oui, il n'y a pas de règles. Non, mais en France, il faut avoir le bac. Si t'as pas le bac, t'es bête. Donc ça, c'est un peu un truc que j'aime pas. Et donc, je sais plus ce que je disais. Et le brevet j'ai eu le brevet. Toi, t'es pas sans diplôme non plus. J'ai eu le brevet, quand même. Mais c'est bien. Et alors, donc, tu vas avoir le brevet, tu t'arrêtes. Effectivement, tes parents, ils voient l'or. Je m'arrête en terminale, quand même, tu vois. En fait, j'arrive, je me dis... Ça me saoule l'école, j'ai envie de nager, j'ai envie de faire comme ma sœur, faire 2 fois par jour parce que ça me plaît. Et j'ai envie de me mettre dans un état de non-retour. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me dis, je vais arrêter, il faut absolument que je réussisse en natation. Et donc, je dis à mes parents que je vais arrêter. Ils font une réunion, enfin, ils appellent le proviseur, etc. Ils mettent un truc en place, moi je suis pas au courant à ce moment-là. Je fais la réunion avec le proviseur, t'es pas obligé de faire tes devoirs, t'auras ton bac, machin. Moi, je le regarde dans les yeux comme ça, je lui dis... Monsieur, vos projets ne sont pas les miens. Voilà. Il me tend une feuille, donc je démissionne de l'école. Et après, je me mets dans une position de non-retour. Je me dis, ok, là, j'ai pas le bac. Si je réussis pas en natation, j'aurai rien. Donc je pense que je me suis... T'es dos au mur. Ouais, mais j'aime bien, tu vois, ça me met dans une position où t'as pas le choix. Donc du coup, t'es hyper focus sur ce que tu veux faire. Et ça a fonctionné. Ta sœur, elle te donne des conseils ou pas? Alors, pas trop, non. Elle te dit, c'est une bonne idée, t'es sûr? Pas trop, non. Il y a rarement plusieurs champions dans la même famille. Il y en a un. Il y en a quelques-uns. Les frères Lebrun, par exemple, les pongistes sont trop forts. Ouais, les Hernandez au foot. Oui, voilà. Mais c'est assez rare, quand même. Tu te dis, putain, faut... Qui est... Ouais, après, je sais pas, je pense qu'on a un patrimoine génétique aussi qu'on partage, donc... Vous entraînez en famille ou pas? Moi, non, parce que j'étais plus jeune. Donc, quand t'as 4 ans de différence, puis en plus, les femmes sont prêtes beaucoup plus tôt. Donc, ma sœur était au jeu, j'avais 13 ans. Donc, On a reçu ici Patrick Moratoglou, on est allé le voir, un entraîneur de tennis. Ouais, j'aime beaucoup. On est allé le voir à son académie dans le sud. Et du coup, j'avais regardé un peu les coachs, les grands coachs, les reportages. Il y en a plusieurs, notamment même sur Netflix. Je crois qu'il y a des coachs et ça. Hyper intéressant. Et je suis tombé, on m'a envoyé une vidéo de Philippe Lucas, justement, c'est pour ça que tu en parlais juste avant. Philippe Lucas, qui était l'entraîneur de ta sœur à l'époque. Ouais. Lui, typiquement, il parlait... putain, c'est un personnage. On va peut-être l'inviter un jour si on a l'occasion, mais c'est un vrai personnage. Il a proposé de t'entraîner aussi. Comment ça se passe quand vous êtes dans une famille comme ça? Est-ce que l'entraîneur il peut entraîner les deux ou... Alors j'ai fait... en fait, tu fais ce que tu veux. Généralement, tu es dans un club formateur. C'est très rare que les grands clubs soient aussi des clubs formateurs. Et après, tu es démarché par plusieurs entraîneurs. Et ma sœur a été donc démarchée par Philippe. Elle est partie avec lui. Après, on connaît un peu l'histoire. Mais moi, pendant cette préparation, j'avais donc du coup... de 10 à 14 ans. Et donc, je partais un peu faire des stages d'abord pour aller voir ma sœur, et il fallait que je m'entraîne, donc je m'entraînais un peu avec Philippe. Mais moi, je suis un sprinter, je fais du 50 mètres, ma sœur faisait du 400. Donc, elle faisait à peu près 18 km par jour. Moi, là, cette saison, je suis vieux, donc j'en fais moins, j'en ai fait entre 12 et 15 par semaine. Donc on n'a pas vraiment fait le même sport, tu vois. Donc j'avais pas forcément envie d'aller avec Philippe parce que c'est à la dure. Après, il est proche aussi de ses athlètes, il sait ce qu'il fait. Et je pense que c'est le coach le coach français qui a le plus de médailles olympiques, de médailles mondiales, etc. Parce qu'il pousse vraiment, tu vois. C'est dur, hein. Ouais. C'est très dur, mais tu fais. Il te pousse à bout, quoi, volontairement. Ouais. En gros, c'est ce qu'il dit. Lui, il dit, je les pousse. Ouais, mais ça dure pas longtemps. Ah ouais. En fait, tu craques en fait, c'est ça. Ouais, moi j'adore Philippe. Hein. En plus, ce qu'ils ont fait avec ma sœur, c'est quand même incroyable. Mais tu fais 3 ans, 4 ans avec Philippe, après t'es rincé. Ouais, c'est ça. Voilà, tous les nageurs, d'ailleurs c'est pas que ceux de Philippe, hein, tous les nageurs finissent à 25-26 ans, tu vois, la plupart. Parce qu'ils sont pas heureux. Parce qu'ils te pressent, en gros. Ouais. Après, il t'emmène aux objectifs que tu veux, mais c'est pas vivable, c'est ça? Ben, en fait, je pense que les objectifs, les résultats, c'est pas ce qui te rend heureux. Je sais pas si tu connais l'histoire de Simone Biles. Non. Mais elle est multiple championne olympique. Elle a fait une dépression. Donc c'est pas parce que t'as réussi dans ton sport que ton sport te rend heureux. Donc il faut pas être focus que sur l'objectif. Tu vois, t'es un être humain. S'il faut être heureux dans ta vie, si jamais t'es malheureux toute ta vie et que t'es champion olympique à la fin, moi je veux pas. Tu vois, c'est pas du tout mon état d'esprit. C'était mon état d'esprit parce que tu penses que ça va te rendre heureux. Mais au final, ça te rend pas heureux. On va parler après de la vie et tout, mais juste avant,
est-ce que quand on est un sportif pro de ton niveau, est-ce qu'on peut manger un gros McDo quand on veut aujourd'hui? Même dans les 6 mois de prépa avant les JO, est-ce que si tu veux aller te faire un McDo, tu peux? Ouais, largement. Pire que ça, même. Ah ouais? Bah ouais. Moi, je mange très mal. J'ai bien mangé sur les 6 derniers mois, là, parce qu'il fallait que je perde du poids. Mais la veille de mon titre olympique en 2012, je suis allé manger un McDo avec ma sœur, par exemple, dans le village olympique. C'est vrai? Bah, ça change rien. Bah, en fait, vaut mieux manger... Si jamais tu veux manger un McDo, vaut mieux le manger la veille, plutôt que d'en manger toutes les semaines pendant 6 mois, tu vois. Est-ce qu'on peut, contrairement à la boxe, avoir un rapport la veille d'une course? C'est pas ouf. C'est pas ouf. Tu perds de l'influx nerveux. Ouais. Ah, ouais. Après, je crois que les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Hein. Je crois que les femmes, ça leur donne plus d'énergie. Je connais pas les théories, hein, tu vois, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et les hommes, c'est un peu moins bon. Quoi. Tu perds un peu d'influx nerveux. C'est comme apparemment se raser quelques heures avant, c'est pas ouf aussi. Ah bon? Je sais pas si c'est vrai, mais il y en a qui disent ça. Je vais te parler après du corps, ça va faire partie des questions. Est-ce que tu peux jouer jusqu'à 6h du matin à FIFA? Est-ce que tu peux te faire un kiff à la console et te lever le lendemain et aller être aussi performant en natation quand tu es un sportif de ce niveau-là? T'es pas aussi performant, mais ça peut arriver. C'est pas grave, en fait. En fait, il faut prendre le truc globalement. Ouais, et heureusement que tu peux faire des exceptions, mais c'est sûr que si tu fais tous les jours, tu te couches à 6 heures parce que tu es avec tes potes en train de jouer à FIFA et que tu te lèves à 8, à un moment donné, tu vas pas tenir, mais c'est comme tout le monde. Mais si ça t'arrive 1 ou 2 fois dans la saison, c'est pas... C'est pas grave. Non, quoi. c'est pas grave. Et pareil pour l'alcool, est-ce que tu vois une différence? Nous, on le sent, tu te mets une charge le lendemain, tu vas faire du sport avec des potes, un padel, j'en sais rien, ou un ping-pong, enfin peut-être pas un ping-pong, mais une course, tu sens comme t'es moins performant. Toi, tu vois tout de suite, genre si tu bois un peu le lendemain, tu vas voir que t'es moins fort sur un chrono. Ouais. En fait, je le sens, mais je l'ai surtout beaucoup vu, parce que alors là, je l'ai pas, parce que je l'ai enlevé, mais je traquais un petit peu mes données de sommeil, etc. Ça s'appelle la Oura Ring. Et donc, tu as des données... C'est avec une bague qui a des capteurs à l'intérieur. Ouais, c'est soit une bague, soit une montre. C'est comme une Apple Watch. Ouais, ça ferait pareil, mais un peu plus complet. Okay. Et donc, l'alcool, c'était le pire. Genre, quand je buvais, j'avais 10 pulsations par minute de plus la nuit. J'étais environ 42-43. Quand je buvais, j'étais à 53. Donc, c'est quand même au pourcentage... 42-43 Ouais, j'ai même fait moins, mais... Ah bon? Ouais. Je crois que le lent de ouf, là. Je pense que le moins que j'ai fait sur une nuit, alors c'est un pic en bas, c'est 35. Ouais. C'est un apnéiste, là, qui a 35. Ouais, après, il y a moins que moi. Hein. Martin Fourcade, je crois qu'il était à 30, un truc comme ça. Putain. Est-ce que tu fais attention à ne pas t'embrouiller avec ta copine la veille, par exemple, d'une compétition, de ne pas avoir de moments un peu énervés, tu vois? Est-ce que ça peut influer? On peut le gérer, ça? Hein? C'est dur à gérer, ça, non? Non, mais tu sais, on n'aborde pas certains sujets la veille, tu vois. Non, mais moi, je sais qu'il y a des sujets, genre, j'aborde pas, tu vois, la veille d'émission, tu sais, t'es un peu... Moi, j'aime pas du tout les conflits, donc j'essaie d'éviter les conflits tout le temps. Non, mais par exemple, c'était Esteban Ocon, pilote de Formule 1, qui me disait que pendant une course, s'il commence à penser à d'autres choses, ça va vraiment influer sur son timing, parce qu'il a des problèmes, des soucis, des trucs, tu vois, il faut vraiment rien avoir en tête, quoi. Je sais pas si c'est la même chose en natation, mais vraiment penser à rien d'autre. Je pense que c'est le cas, mais que la veille de ta course, quoi. Pas la veille d'un entraînement. C'est sûr, quand tu es au jeu et que tu fais une finale olympique, mais tu as quand même les gens qui t'entourent dans ton premier cercle, ta copine, tes meilleurs potes, ta famille, ils le savent, tu vois, généralement, ils vont pas te faire chier. Après, chacun est différent. Il y en a qui ont besoin justement d'avoir des appels, des messages, des choses comme ça. Il y en a qui coupent complètement le téléphone, tu vois, qui ont besoin de musique. Dans leur bulle. 4 heures, ouais. Mais encore une fois, c'est individuel, il n'y a pas de recette, quoi. Est-ce qu'on peut avoir des enfants et être un sportif de haut niveau, ou est-ce que, toi tu sais que tu avais prolongé peut-être 2 ans, ouais. Est-ce qu'on attend d'être à la fin parce qu'on sait qu'on va être plus fatigué, des plus petites nuits, plus de pression, on sait que ça fatigue quand même d'avoir des enfants? Moi je pense, ouais. En fait j'ai vu quelques potes avoir des enfants pendant leur carrière. Et avoir des cernes? Ils étaient moins performants en tout cas, tu vois. Mais c'est logique, si jamais toutes les nuits tu te réveilles... 4 heures. Bah ouais. Donc, moi, je me suis toujours dit que j'aurais des enfants à la fin de ma carrière. Mais vu que ma carrière est longue, et que là, j'ai quand même fait un peu tout ce qui me plaisait, je peux tenter d'avoir des enfants, si j'ai envie, pas dans les 2 ans, tu vois, mais si jamais je continue 4 ans, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'à 25 ans, si ma copine avait eu envie de faire des enfants, j'aurais dit non. Pas tout de suite. Ouais, t'es pas le temps quand même, tu vois. Faut kiffer. Ouais, Moi, je suis un peu un kiffeur, moi, je te le dis. Je suis un kiffeur. T'as une nouvelle copine?
Ouais. Oui, c'est ça. Enfin, nouvelle, je sais pas depuis quand. Bah, je sais pas. Ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Oui, c'est ça, bah, c'est nouveau. C'est quand même, ça reste, C'est- en dessous de 3 ans, c'est nouveau. Ok, bah c'est nouveau alors. C'est pas encore une Ok, histoire. c'est nouveau, c'est nouveau. On va en parler après. Mais tu vas regarder. Est-ce que tu es déjà allé voir une médium? Parfois, il y a des footballeurs qui disent qu'ils vont voir des médiums la veille pour savoir s'ils vont gagner. Est-ce que toi, tu as déjà fait des trucs comme ça, non? Médium, non, mais j'ai déjà vu des psys, tu vois, pour le sport, ou des prépas mentaux. Ça m'arrive. Tes prépas mentaux, qu'est-ce que ça t'apprend, en gros? Ça t'apprend. Encore une fois, c'est hyper individuel, mais moi, j'en ai eu besoin, par exemple, à un moment de ma carrière. Enfin, j'en ai eu besoin tout le temps, mais j'ai commencé à en avoir besoin quand j'ai dû me qualifier au jeu à Londres 2012. Donc, je voyais tous les mecs qui étaient contre moi. On est 2 par pays. Donc, pour se qualifier, tu as une course qui sont le championnat de France où il faut être dans les 2 premiers et faire un temps. Et moi, face à moi, j'avais donc 4 mecs qui avaient fait au moins médaille mondiale, je crois. Donc j'avais Fabien Gillot, j'avais Amaury Levaux, Fred Bousquet, Alain Bernard. Et moi, du coup. Donc des mecs qui étaient un peu sur les murs de ma chambre en poster. Et moi, je me dis, mais en fait, comment tu peux battre ces mecs-là que tu idolâtres depuis des années? Et là, j'ai fait de la PNL, donc de la préparation neurolinguistique. Donc il faut se focaliser sur un truc positif. Et donc j'ai bossé ça avec mon prépa physique. Et il m'a dit, mais en quoi t'es plus fort qu'eux? Moi, j'étais plus fort qu'eux en muscu. J'ai beaucoup de force naturelle. Donc il m'a dit, bah, tu te focalises là-dessus. Et on a bossé là-dessus pendant des semaines et des semaines. Et le jour où j'avais ma finale au championnat de France, je me suis dit, putain, je suis plus fort qu'en muscu, c'est pas possible que je perde. Et en fait, tu te persuades de ça. Et tu te répètes ça, et ça fonctionne. Pas tout le temps, ça fonctionne, mais ouais, c'est mais en intéressant, tout cas, tu restes dans un truc positif, quoi. Tu focalises sur un truc positif, et ça a fonctionné ce jour-là. Et après, je bosse toujours avec le même prépa mental, d'ailleurs. Mais c'est des choses différentes, tu fais des sessions différentes. Là, je fais même plus de séances, vraiment, c'est devenu un pote avec qui on s'appelle, et voilà, il me connaît très bien. Est-ce que tu regardes en boucle, tu sais, comme en boxe par exemple, les combats des adversaires? Est-ce que toi tu regardes comment ils partent? Est-ce que tu les regardes en vidéo tes adversaires avant? Non, je me regarde moi beaucoup. Parce qu'en fait, regarder les adversaires, ça change rien. Ah oui? Je peux pas influer sur ce qu'il va faire. Moi, je peux influer sur ce que je vais faire moi. Le mec qui est 3 lignes d'eau à côté, il va pas te regarder, il s'en fout. Hein. Donc, c'est pas comme on n'est pas en confrontation. Tu vois, si j'ai un match de boxe ou un match de tennis, je peux changer le jeu de l'adversaire. Là, j'ai absolument aucun intérêt de changer son jeu. Non, mais si tu vois, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je peux jouer un petit peu en chambre d'appel, mais une fois que tu es dans la ligne d'eau, je peux pas lui faire des vagues ou des trucs comme ça. Donc moi, par contre, je vais regarder mes courses, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, et essayer de changer des choses. Et je me regarde beaucoup trop, d'ailleurs. C'est un peu trop, enfin. Ah oui? À la veille d'une course, je peux regarder des heures et des heures de vidéo. Ouais. Mais ça me sert d'un autre côté, donc... Putain. Pour voir tes départs, pour voir tout, c'est ça? Ouais. C'est quoi ton rythme? Tu sais, tu te levais à 7h du matin et tout. C'est quoi un rythme qu'on imagine? Un vrai rythme, hein, pas les jours où tu vas vraiment... Je fais la fête. Ouais, à la moyenne. Un vrai rythme, je dirais que c'est entre 9 et 10 entraînements par semaine, du lundi matin au samedi matin. Et c'est soit 2, soit un entraînement par jour. Et c'est... tu t'entraînes en gros de 8 à 10. Après, tu rentres chez toi. Après, tu retournes en muscu à 15h jusqu'à 17h et tu fais 17h, 19h dans l'eau. Ah, d'accord. Donc, tu fais quand même 2 entraînements de 2 heures. Tous les jours? Ouais, quasiment. Ah. Donc, soit t'en fais 2 comme ça, soit t'en fais 1. Moi, je fais 2, 2, 1, 2, 1, 1. Là, j'en fais 9 en ce moment. Putain, à la fin, tu dois plus pouvoir la voir, la piscine. Dans les grosses sessions d'entraînement. Ah, tu vas pas à la piscine le dimanche avec tes potes, ouais, ça c'est sûr. Pas envie. Ou tu vois, quand ton pote il dit allez, viens, on va nager jusqu'à la bouée à 300 mètres, tu ouais, ça t'amuse pas. Franchement, flemme, quoi. Ouais, flemme. Même à la plage, par exemple, tu prends plus de plaisir du tout. Je vais pas à la plage. Non, c'est vrai? Non. Bah, je suis dans l'eau toute l'année, tu vois. En fait, c'est ton boulot, quoi. Ouais. Si je peux faire autre chose, je fais autre chose. Mais par exemple, faire du bateau avec des potes. Du bateau, c'est cool. Ça va pas t'amuser de te jeter dans l'eau? Si, mais je vais pas nager. Tu vois, tu vas pousser tes potes, tu vas chercher. Ouais, voilà, je vais aller au fond, je vais voir ce qui se passe. Mais je vais pas nager pour nager, quoi. Ouais. Non, mais c'est chiant de nager, franchement. Mais c'est pas fun. Tu vois que des carreaux blancs ou bleus? Oui, encore, moi je fais du sprint, donc c'est assez fun, mais c'est assez fun par rapport aux autres. Mais
C'est un peu différent, c'est des entraînements de sprint, donc tu vas avoir beaucoup d'intensité. Après, tu vas travailler tes départs, tu vas travailler tes coulées, donc c'est tout ce qui se passe sous l'eau, tes virages, des choses comme ça. C'est pas genre tu fais ta pace et tu fais qu'un maximum de répétitions à un tempo donné. C'est un peu plus cool. Petite question sur le corps. Tu fais de la muscu et tout. Est-ce que ça ralentit pas d'être trop musclé? D'être trop lourd? Tu vois, par exemple, certains sports, quand tu es trop solide, les mecs sont moins bons au tennis, par exemple. Faut pas être trop musclé. Je pense que tout est un rapport de poids-puissance. Si tu mets 300 chevaux sur une voiture qui fait 600 kg ou 300 chevaux sur une voiture qui fait 1,5 tonne, bah, tu as la même force, mais par contre, il faut tirer plus de poids. Moi, c'est pareil. Je développe beaucoup de force, mais tu as des nageurs à côté de moi qui développent beaucoup moins de force, mais qui font 20 kg de moins. Donc au final, on nage aussi vite, quoi. Est-ce que tu es obligé de te raser? J'ai remarqué, il y a plein de... Obligé, non. Mais... Non, mais tu sais, le corps, le torse, etc. Est-ce que ça ralentit les poils? Non, mais c'est une vraie question que je me suis posée. C'est vrai? En fait, tu as le côté physique, donc ça te ralentit parce que quand tu as des choses sur le corps, tu vois, les poissons, ils ont pas de... Tu vois, tu prends un dauphin, il n'a pas de poils, quoi. C'est tout lisse. Tu prends un bateau, s'ils n'ont pas mis des aspérités dessus, c'est lisse. Donc logiquement, plus c'est lisse, mieux c'est. Après, tu as le truc, te mettre dans le mode compète. Donc c'est-à-dire que ça met, je sais pas, 1 heure que moi je mets à me raser à peu près. Donc tu te rases les jambes, tu te rases les bras, tu te rases le dos. Machin. Ah, tu te rases tout? Ouais, tu te rases tout, ouais. Et donc en fait, ce moment-là, généralement, c'est la veille. Là, par exemple, au jeu, c'était la veille de ma course. Donc en fait, c'est comme quand tu mets ton armure avant d'aller à la guerre, quoi. Tu te dis, bon, là, je fais ça, je sais que je vais nager vite. Donc, tu associes ça, et la prochaine fois, tu le sais. Et en fait, ça devient un peu un rituel de mettre... Ouais, c'est comme une armure, mais c'est comme je pense à un joueur de foot qui met son maillot de match, c'est pas pareil que son maillot d'entraînement, tu vois. Il sent que c'est pour un autre truc. Est-ce que vous mettez... Je me suis posé plein de questions, mais j'essaie de réfléchir un peu à ce qu'on pourrait faire. Est-ce que vous mettez de l'huile sur le corps pour encore plus glisser? Non, c'est interdit, ça. Ah. On n'a pas le droit de mettre de l'huile, on n'a pas le droit de mettre de tout ce qui est pansement, etc. Comme en boxe, en fait, je pensais en boxe, il y en a interdit, ils mettent un peu de produit. Tu vois les tapes qu'ils mettent, des fois, quand tu as les tendinites, des choses comme ça, tu vois des athlètes avec ça. Une sorte de chaussettes de coude? Non, en fait, c'est un peu comme du scotch, c'est large comme ça, tu as un peu toutes les couleurs, tu as bleu, tu as rose, Et donc, selon comment tu les mets, en fait, tu peux avoir plus de force. Donc, quand tu as un problème, une tendinite ou un truc comme ça, on te les met en kiné. C'est hyper intéressant. Mais si jamais tu te mets, des choses d'une telle manière, je pense que tu peux avoir le bras plus solide, quoi. Donc, c'est interdit. Putain. Ouais. Et c'est interdit de mettre de l'huile parce que ça pourrait aller plus vite. Ouais. Ah oui, donc c'est que ça marcherait quand même. Par exemple, une grosse barbe, tu peux pas. Si, ça, t'as le droit. Non, mais ça serait pas prolifique, je pense, en termes de rapidité. Ah, c'est une énorme barbe. T'as pas beaucoup de nageurs qui ont des barbes. Ouais. T'es passé par l'armée aussi. Ouais. Après, parler des médailles et tout ça, mais ça, tout le monde le sait. J'ai essayé de parler un peu des sujets un peu plus étonnants et tout. Moi, je savais pas que tu avais fait l'armée à 19 ans. Tu te dis que tu veux quand même faire nageur professionnel en même temps que l'armée Alors, l'armée, c'est arrivé assez tôt parce que la piscine où j'étais quand j'étais gamin, c'est les piscines tournesol, je sais pas si tu as déjà vu, c'est les bassins qui ont été construits dans les années 70. Il y a eu une campagne, je sais plus qui avait fait ça. Et donc ça commence à être vieux, donc ils l'ont détruite pour en faire une nouvelle. Sauf qu'il y avait un laps de temps de 8 mois entre la fin de la destruction de l'une et la livraison de l'autre. Donc on allait s'entraîner dans une base qui était à côté de la piscine. Et donc j'ai rencontré quelques militaires qui m'ont dit qu'il y avait des contrats de sportifs de haut niveau qui se faisaient. Donc là j'avais 15-16 ans, donc je suis retourné les voir 3-4 ans après. Et je suis devenu sportif de haut niveau de la défense, SHND. Mais Alain Bernard, par exemple, était gendarme. T'as Martin Fourcade aussi, je crois, a eu un truc comme ça. Chasseur alpin. Ouais, voilà. Et donc, ça te permet d'avoir déjà un salaire, donc ça te permet d'aider. Tu cotises pour la retraite. Enfin, tu rentres dans la vie active. J'étais pas sur le front ou en opération extérieure avec les autres militaires. Donc, on est un peu détaché pour pouvoir faire notre sport. Après, on fait aussi les championnats du monde militaire, les jeux militaires, etc. Je crois qu'il y a 30% des médailles qui ont été gagnées par des militaires cette année. Ouais, ils aident énormément. C'est énorme, en fait. Maintenant, tu as les militaires, tu as aussi une équipe de police, tu as une équipe de douane, etc. Donc, ils aident beaucoup de sportifs, heureusement d'ailleurs. Bon, c'est en 2012, 21 ans, que tu as remporté la médaille d'or sur le 50 mètres en nage libre. Tu disais dans une interview que c'était le regard de ta sœur qui t'a le plus touché quand tu regardes la vidéo, plus que finalement tes souvenirs à toi dans l'eau, quoi. Je me souviens pas de grand-chose de ce moment-là. Parce que j'ai tellement revu la course.
sur les iPads, à la télé, des choses comme ça. On me la montre très souvent que, en fait, je pense que je me souviens de ce qui se passe sur la vidéo, mais pas forcément de ce qui se passe en moi à ce moment-là. Il y a eu tellement d'émotions, il s'est passé tellement de choses en peu de temps qu'en fait, j'ai oublié. Comment tu vas la vivre, la notoriété qui va arriver après tu disais que tu es un kiffeur, est-ce que tu as profité? En 2012, hein? Oui, après, 2012, 2015, toutes les années. Est-ce que tu as pu profiter un peu de la notoriété, dans le bon sens du terme, avec des opportunités, des soirées, j'en sais rien. Est-ce que tu as profité un peu? Pas trop. J'étais plutôt de nature introvertie avant. Là, je suis un peu plus extraverti. Mais on a 3-4 semaines de break, et après, il faut recommencer, en fait. Et donc, la première saison, entre 2012 et 2013, après mon titre olympique, c'était compliqué parce que tu fais plus de télé, tu as plus de sponsors. Donc, quand tu as des sponsors, ils te demandent de faire des shootings, des journées avec des clients, des choses comme ça. Et tu sens une pression parce qu'avant, personne t'emmerdait, quoi. Tu t'entraînais, tu avais toutes les journées pour toi. Donc, la première saison, c'était un peu compliqué à tout gérer. Donc, j'ai mis entre 12 et 15 mois à bien comprendre comment ça fonctionnait. Et après, j'ai compris tout ça et j'ai réussi à faire un peu de presse, un peu de sponsors, comprendre les attentes des gens, essayer de les repousser au maximum et essayer de bien m'entraîner. Mais c'est toujours un peu... Quand tu es un sportif olympique, t'as pas de salaire vraiment fixe. 90% de ce que je gagne, c'est grâce à mes sponsors. Donc, il faut travailler avec des sponsors. Mais plus tu travailles avec des sponsors, moins tu as de jours d'entraînement parce qu'ils vont forcément te demander des trucs. Un échange. Donc, c'est une espèce de balance à trouver entre je m'entraîne bien et je performe, ou alors je fais un maximum de sponsors. Mais si jamais tu as beaucoup de sponsors et que tu t'enlèves, je sais pas moi, 30 jours d'entraînement par an, l'année d'après, tu vas pas gagner. Et tu gagnes pas, il n'y a pas de sponsors. Ah non, faut pas trop de sponsors en ayant un peu de sponsors. Voilà. Donc quand tu as un sport olympique, je crois qu'à Rio, tu avais 80% des athlètes qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. C'est quand même pas mal. Pour des gens qui sont meilleurs du monde dans ce qu'ils font. Mais j'ai rencontré des athlètes très connus, je ne citerai pas, qui m'ont dit qu'ils avaient tout juste de quoi vivre, alors que c'est des champions du monde très connus à la télé. Ouais. Et on n'imagine pas qu'on a si peu d'argent parfois. T'as très peu de sportifs qui gagnent bien leur vie et qui sont entre guillemets intéressants pour les sponsors. Tu vois, notamment à la perche, par exemple, pour en citer, tu vois, certains sports, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent leur vie ou tout juste. C'est le numéro 1, numéro 2. Ouais. C'est parce que, si je te dis, par exemple, un joueur de foot de Ligue 1, tu vas le connaître parce que c'est tous les week-ends, parce que tu vois. Mais si je te dis qui a fait 3e en canoë-kayak en 2016, au jeu, tu connais pas. Mais moi, je le connais pas, alors que j'étais quand même là. Donc, forcément, si personne ne le connaît, personne ne va s'intéresser à lui en tant qu'athlète et personne ne va le sponsoriser. Donc, soit tu gagnes, soit tu gagnes pas et t'as pas de sponsor. Ah, c'est cruel un peu. Ah, il faut être le premier. Ouais. T'as perdu un centième à Rio. Sur une course à Rio. Ouais. Tu vas carrément arrêter après, partir faire du hand. Ça t'a dégoûté de... C'était avant que je voulais faire ça, ouais. J'arrive à Rio, en fait, j'avais déjà checké un petit peu tout ce que je voulais faire. En fait, quand je gagne à Londres, j'ai atteint mon rêve. Genre, quand j'étais petit, je voulais être champion olympique, donc je suis champion olympique à 21 ans. Je n'étais pas encore champion de France. J'avais m'étais fait battre par Amaury Levaux aux sélections. Et donc, tu te dis, j'ai 21 ans, j'ai réussi mon rêve, maintenant je fais quoi? Comment tu peux trouver la motivation pour aller t'entraîner, pour faire 2 fois champion olympique ou gagner des titres de champion du monde? Et en fait, mon coach de l'époque, James Gibson, qui était toujours mon coach d'ailleurs, qui était dans mon staff à Paris, m'a dit, un champion, ça gagne pas une fois. Et en fait, il m'a mis cette idée-là dans la tête. Et il m'a dit, il faut avoir les 5 étoiles. Donc, championnat du monde, grand bain, petit bain, championnat d'Europe, grand bassin, petit bassin, et Jeux olympiques. Donc, en fait, j'avais une espèce de quête. Et cette quête-là s'est terminée en 2015. Et l'année d'après, c'était les Jeux. Donc, forcément, il fallait que j'aille aux Jeux. Mais moi, c'était pas mon objectif, tu vois. Évidemment, c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais quand j'étais petit, je voulais pas être double champion olympique. Personne se dit, je vais être double quelque chose. Je voulais être champion olympique une fois. Une fois, et puis ciao. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Après, il m'a réimplanté un rêve dans la tête. Du coup, je me suis approprié. Mais en août 2015, quand je fais champion du monde, c'était le dernier titre, la dernière étoile que je voulais. En fait, l'année d'après, pour les Jeux, c'est un peu, je vais le faire parce que je suis là, mais pas trop envie. Donc j'arrive en finale des Jeux en 2016 et je regarde le bout du bassin, comme ça, je me dis, c'est ma dernière course, là-bas, je suis en vacances. Ah, c'est vrai? Ouais, non. Ah ouais, c'est pas bon ça. Quand t'arrives en finale olympique, généralement, t'es un peu déter, quoi. Et donc, je fais 2e pour un centième. Non, mais en fait, j'avais envie d'arrêter, tu vois. Oui, t'avais plus la flamme. J'avais 25 ans, presque 26. Ça faisait déjà 22 ans que je nageais, j'avais juste envie de faire autre chose.
Et donc, vu que je fais un peu ce que je veux tout le temps, j'ai dit j'arrête de nager et je vais faire du hand. Ça n'a pas forcément été bien pris parce que les gens ont souvent des attentes envers toi. Tu vois, quand les gens viennent. Les gens, en fait, quand tu leur donnes de l'émotion, ils en attendent encore plus. Donc, quand tu leur enlèves un truc comme ça, ça n'a pas été forcément bien pris. Et donc, je vais faire du hand pendant 2 ans. Et puis après, j'ai repris parce que j'ai envie de reprendre. C'est rare les sportifs qui changent de sport, c'est vrai. Et tu disais, quand on est dans un cadre, après, les gens, ils se disent, OK, lui, c'est natation, point barre. Ouais, on est en France, on est mis dans des cases. On est mis dans des cases. C'est pas comme ça ailleurs, non? C'est particulier? Je pense que c'est pas comme ça ailleurs. Ouais. Je pense que dans les pays anglo-saxons, c'est un peu... ils encouragent un peu plus. C'est un peu... Je sais pas. En France, par exemple, je suis sportif. Si je veux faire de la musique, je vais être forcément mauvais parce que les gens vont se dire il était très bon en natation, maintenant il fait de la musique, il va pas être bon. Ah oui, s'il est bon là, il peut pas être bon là. Pourquoi? C'est pas parce que je suis bon en natation que je peux pas être un bon boulanger ou un bon mécanicien. Enfin, ma vie, c'est pas la natation. Florent, il existe, tu vois. Je suis assis un être humain. T'es un homme à part entière. Bah ouais, je suis pas juste un nageur. Et les gens pensent qu'on est juste ça. Est-ce que les autres, tu sais, t'avais des posters des autres grands nageurs français dans ta chambre quand t'étais plus jeune et tout. Est-ce que quand tu te retrouves face à eux, est-ce que c'est difficile d'être ami avec ces mecs-là parce que quand même tu te bats contre eux, un peu comme les champions de MotoGP sur la piste, ils se disent bonjour, c'est cordial, mais c'est dur d'être très bon copain avec l'un ou l'autre parce que tu vas devoir les défier et qu'à un moment donné, il y a un problème, quoi. Moi, non, ça me pas... Ça n'a pas posé de problème? Non. Parce que je pense qu'en natation, peu importe ce qui t'arrive, t'as une chance, t'as une ligne d'eau. Donc tu peux t'exprimer. Si t'es moins bon, t'es moins bon. En plus, c'est un chrono, tu vois. Donc, et comme je te dis, t'as pas d'incidence sur la performance de l'autre. C'est sûr que si jamais j'avais fait du tennis, par exemple, et que je connais tous les bons côtés et les mauvais côtés de mon adversaire d'en face, tu peux pas être pote, quoi. Mais là, si je sais que le mec d'à côté, il est fort et que c'est un de mes potes, vas-y, fais ton truc et on verra bien qui gagne. Donc, t'es concurrent quand tu montes sur le plot. Une fois que tu touches le mur, t'es pote. Ouais, c'est vraiment juste. Chez les mecs, c'est comme ça. Chez les filles, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et avec les femmes, une vie de couple, est-ce que c'était compatible avec ton rythme de vie ou c'est quand même compliqué? Ça dépend. Ça peut devenir compliqué quand la personne avec qui t'es ne comprend pas. Mais je pense que c'est comme tous les métiers, tu vois. Il faut apprendre à connaître son partenaire ou sa partenaire et apprendre comment il vit sa vie, etc. Moi, je fais beaucoup de voyages, je pars en stage. Tu vois, je suis là, par exemple, à Paris aujourd'hui. Alors que si j'avais un boulot de bureau, par exemple, je serais tous les jours à la maison. Donc, sportif, c'est une vie spéciale, mais pas aussi spéciale que les acteurs, par exemple. Donc ça va. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu sors avec une nageuse? Non. Est-ce que c'est plus facile? 80% des couples se rencontrent au boulot en France. C'est les stats officielles et tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a plein autour de nous. Ils ont rencontré leur copine au bureau. Toi, ça t'est jamais arrivé? C'est quand même logique. Tu passes aussi 80% de ton temps au bureau. C'est pour ça. C'est comme le truc de... T'as beaucoup plus d'accidents de voiture à 15 minutes de chez toi. Bah ouais, parce que c'est aussi... C'est ton cercle, c'est ton cercle quotidien. Ouais. Si j'habite à Marseille, je vais pas avoir un accident à Bordeaux si je suis allé 2 fois dans ma vie, tu vois. Donc là, c'est pareil. Par exemple, oui. Mais après, le fait de sortir avec une nageuse, elle comprend un peu le rythme de vie. Alors oui, c'est bien, mais aussi, t'es tout le temps ensemble. Du coup, c'est bien, pas bien. Si tu te réveilles avec ta partenaire, que tu vas à l'entraînement avec, tu rentres avec... Oui, tu t'as l'impression... En fait, tu te dis plus rien à la fin, parce que tu vis les mêmes choses et t'as rien à débriefer, tu vois. Donc moi, j'aime bien avoir un peu un moment avec... À part? Ouais, mon truc à moi. Et après, je rentre à la maison et on discute de sa journée, de ma journée, des trucs comme ça. Donc... Mais il faut aussi qu'elle comprenne un petit peu, donc c'est un peu... faut trouver un bon équilibre, quoi. Je vais revenir après dans 2 secondes, mais il y a du dopage dans le sport en général. Comment ça se passe dans la natation? Est-ce que c'est des sports comme dans le cyclisme, où il y a des mecs qui prennent des produits pour aller plus vite, ou c'est pas possible en natation? T'as du dopage dans tous les sports. Hein. Après, les gens ne savent pas trop comment ça fonctionne, mais les athlètes, quand on est à très haut niveau, on doit remplir tous les jours notre adresse, où on est, où on dort. Et contrôle antidopage. Voilà. Moi, demain, ils peuvent... Tu vois, j'ai déjà mis où j'étais, où je dormais cette nuit. Ils peuvent venir toquer à ma porte tous les jours de l'année. De manière aléatoire quand ils veulent. Tu sais pas. Hein. Donc, ils l'ont déjà fait?
Comment? Ils te l'ont déjà fait ou pas? Ah bah ouais, je fais que ça. Tu peux raconter une anecdote un peu sur ça? J'ai un copain rugbyman, on avait parlé il y a longtemps, qui s'était fait avoir par un contrôle, qui s'était fait avoir, qui a été surpris, réveillé, et beaucoup mangé la veille. Il n'arrivait pas à faire pipi devant le monsieur parce qu'il faut faire pipi devant. Ah bah ouais, t'es obligé. Hein. C'est comme ça, enfin, c'est même plus proche que toi et moi maintenant. C'est hyper gênant. Au début, ouais, mais après, en fait, ça fait partie de ton taf, donc tu pisses et puis voilà. Oui. Mais je t'avoue que, en fait, ce qui est dérangeant pour moi maintenant, c'est plus de dire tous les jours où je suis. En fait, il y a quelqu'un qui sait tous les jours où je suis. Et ça, c'est quand ça commence à me... Tu rends des comptes, en fait. T'as l'impression de... Ouais, j'ai envie d'avoir un peu de liberté, tu vois. Alors, je le fais parce qu'il faut le faire et parce que c'est important et qu'on est là pour un sport propre. Mais des fois, tu vois, les mecs viennent chez toi à 6h du matin, c'est un peu... Mais il ressemble à... Tu peux expliquer comment ça se passe? Bah, en fait, donc tu remplis sur ton application où tu dors. Ouais, tu dis je suis au 22 rue machin. Voilà. Et tu as une heure dans la journée où tu es obligé d'être à un endroit où ils peuvent venir te contrôler. Si jamais tu n'es pas là, ça s'appelle un no-show. Et si jamais tu as 3 no-shows en 12 mois, tu as 2 ans de suspension. Tu es considéré comme dopé. Toi, c'est arrivé à certains rugbyman, je crois d'ailleurs. Donc c'est très grave dans la carrière d'un sportif. Ça t'arrive, ça? Et si jamais tu as 3 no-shows, tu es mort. Tu vois. Mais tu vois, je te dis... là, cette nuit, ma mère tombe gravement malade, bah, je vais aller la voir. Ah oui, bien sûr. Bah, donc il faut que je pense, à ce moment-là, de me dire, bah, ok, demain matin, je ne serai pas là, il faut que je change parce que... Sur l'appli, putain. Voilà. Et donc, 6h du matin, tu as le... Ils viennent à 6h à chaque fois? Moi, en fait, je mets de 6 à 7 parce que je suis sûr d'être là. Et je suis sûr d'avoir envie de pisser aussi. Et du coup, tu laisses ton portable allumé? Ouais. Alors, il y a des trucs un peu spéciaux, mais ils n'ont pas le droit de t'appeler, normalement. Donc, ils sonnent. Et au bout de la maison, tu veux dire? Ouais. Et au bout de 55 minutes, si t'as pas répondu, ils t'appellent. Ils sont pas obligés, mais généralement ils t'appellent. Donc moi, une fois, j'ai eu un contrôle où mon interphone ne fonctionnait pas. Pas de cul, tu vois, mais tu peux aussi, si jamais t'es dopé, et que tu peux aussi dire ça. Ah oui, pour pas être là. Donc en fait, si tu veux, bah, c'est chiant. Donc mon interphone ne fonctionnait pas, et j'étais en mode avion. Donc j'ai loupé le contrôle. Et après, bah, faut que tu expliques. Donc, il faut que tu fasses venir un huissier qui fasse constater que ton interphone ne fonctionne pas. Ah, c'est très sérieux. Bah, tu es obligé. Tu vois. Donc, après, tu as un avocat et tu plaides. Bah, voilà, l'interphone ne fonctionnait pas, j'étais en mode avion, machin, tu fais un relevé téléphonique. Non, c'est hyper réglementé. Et les gens pensent que genre, on se fait contrôler une fois par an. Mais l'année des Jeux, tu te fais contrôler. Un athlète comme moi, tu te fais contrôler une fois toutes les 2 semaines. À peu près, mais en inopiné. À 6h du mat? Ouais. Mais après 6h, c'est parce que c'est moi qui mets 6h. Hein. Oui, moi, je mets 6h parce que je suis sûr d'être chez moi. Mais donc, attends, pour bien comprendre, le mec, il sonne. Il sonne. Ça, peu de gens le savent, en vrai, comment ça se passe. Contrôle antidopage, ils arrivent, tu leur ouvres, machin. Moi, généralement, je leur demande s'ils veulent boire un café, mais ils n'ont pas le droit. Ah bon? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire copain-copain avec les athlètes. Ah non, mais c'est très réglementé. Après, il y en a qui sont très sympas, ils acceptent un verre d'eau. Enfin, tu vois, moi, j'ai quelqu'un qui vient chez moi, je lui propose un café, il est 6h du mat, oui, c'est la politesse. À 5h. Ouais. Tu vois, c'est un peu logique. Donc, le mec, il fait ça. Généralement, tu les connais pas? C'est pas les mêmes à chaque fois? Ça dépend. Bah, tu vois, à Marseille, j'ai vécu 10 ans à Marseille, je pense que j'ai dû rencontrer une quinzaine de contrôleurs. Sur, je sais pas moi, une centaine de contrôles, peut-être. Donc ça tourne, mais tu les connais. Et tu connais pas leur nom, machin? Pas du tout. Ils arrivent, ils disent bonjour. Ouais. Comment tu sais que c'est vraiment... Attends, mais ça c'est trop intéressant. Parce qu'il y a peu de gens qui sonnent chez toi à 6h déjà. Oui, mais imagine un mec random, il prend une mallette, il dit bonjour, contrôle antidopage. Alors ils ont un ordre de mission, ils te montrent leur carte de médecin, etc. Donc ils viennent chez toi. Oui, il y a quand même des trucs. C'est comme un peu la police, tu vois. Tu dis pas oui, bonjour police. Le mec, tu lui demandes sa carte. Donc il vient chez toi, ça dépend si tu as sanguin et urinaire. Donc la plupart du temps, c'est que urinaire, mais tu as aussi sanguin. Donc si c'est sanguin, tu peux avoir 2 personnes. Un mec qui te fait une prise de sang et un mec qui te fait l'urine. Mais c'est très rare qu'ils soient seuls. Parce qu'il faut un médecin pour la prise de sang, alors que l'urine, c'est pas obligé que ce soit un médecin. Donc prise de sang, c'est le classique, comme quand tu vas faire une prise de sang. Urine, donc tu choisis un gobelet, il te met 3-4 gobelets qui sont scellés. Ils te font choisir, donc t'en choisis un, après tu te laves les mains. Pourquoi il te fait choisir Parce que t'es obligé d'avoir le choix. Parce qu'il peut pas te dire, tiens, prends celui-là. Ah oui, si jamais c'est truqué et qu'il dit, tiens, c'est lui qui m'a piégé. Voilà. Ah, donc, il te laisse le choix. Putain, c'est quand même bien fait. Hein. Ouais, non, mais les gens ne savent pas tout ça, mais c'est pas... C'est pas... J'ai jamais entendu ça. Le moment du contrôle, c'est pas le plus contraignant. Moi, je te dis, ce qui me contraint le plus, c'est de dire où je suis tous les jours, ça me saoule.
Mais le moment du contrôle, tu le fais, tu vois, une fois que tu as l'habitude. Donc, tu as ton petit gobelet. Après, tu vas. Il faut que tu te laves les mains parce que je pense que dans les contrôles antidopage avant, je sais pas si tu peux te mettre un truc sur les mains. Si tu te pisses un peu sur les mains, tu te mets un produit. Enfin, tu vois, c'est très. Ah oui, pour enlever. Ah ouais. Je pense qu'il y a des trucs comme ça. Donc, il faut que tu te laves les mains sans savon parce que autrement, c'est un. Mais il se met à côté de toi, il regarde là. Ah, bien sûr, il regarde tout. Le mec, il est comme ça. Donc, tu te laves les mains sans savon. Il te donne un Kleenex pour t'essuyer les mains. Tu ouvres. À lui. Lui, ouais. Ouais. Et tu ouvres l'espèce de gobelet en plastique. Tu pisses, donc généralement il se met un peu à 2-3 quarts, tu vois, il va pas regarder comme ça, tu vois, forcément. Mais il vérifie que t'es pas une poche en gros avec de l'urine de quelqu'un d'autre. T'es nu, t'as pas le droit de. T'es nu. Ouais. Si jamais t'es en t-shirt, par exemple, tu dois lever le t-shirt jusque là. Je crois pas. Je te jure. tu lèves le t-shirt jusque là et tu dois baisser ton short jusque là. Et là t'as un random que tu connais pas. Bah ouais. T'as Jean-Louis qui regarde. Ouais. Putain, c'est quand même. Et ce qui est chiant, c'est le seul truc au monde qui est. Ah, c'est horrible. C'est horrible parce qu'en fait, tu dois le faire. Et quand tu dois pisser, bah, ça te bloque. Surtout que. Parce que, non, mais tu peux pisser, je sais pas, par exemple, t'es en boîte et tu pisses à côté des mecs ou à l'aéroport. T'es tout le temps à côté de gens pour uriner, oui, mais tu vois pas. Oui. Mais là, t'es là, le mec, il est comme ça, quoi. Donc, il regarde que ça sort bien de là où il faut. Ouais, c'est ça. Et il faut faire 90 millilitres, je crois, minimum. Et une fois que tu as fait 90 millilitres, tu fermes le truc en plastique, tu rouvres un truc machin, tu mets gobelet A, gobelet B, tu scelles les deux. Pour voir, j'ai bien les mêmes dedans. Ouais. Ah, wow. Donc tu scelles les deux, et en fait, après, c'est envoyé au labo, donc c'est anonyme. Tu scelles les deux, c'est envoyé au labo. Les mecs, ils font le. Ah, c'est anonyme aussi pour pas qu'il y ait de triche après. Bah ouais, parce que le mec, si jamais t'as un mec au labo qui te déteste, ah ouais, il va te mettre un truc, tu vois. Donc, c'est drôle, ça, les numéros. C'est rigolo, ça. Et je crois qu'ils regardent d'abord le flacon A. S'ils trouvent des trucs, tu dois aller au labo avec eux et ils ouvrent le flacon B et ils font toutes les analyses devant toi pour savoir si tu as vraiment un truc dedans. Ok. Moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. Tous mes contrôles ont été négatifs, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais tu as quand même pas mal de sécurité. Ouais. Putain, c'est fou, quoi. Et ça t'est arrivé maintenant des dizaines de fois, donc t'es habitué, quoi. Ah, je pense que dans ma vie, j'ai dû faire... entre 250 et 300 contrôles. Ouais. Ah ouais, donc t'es complètement habitué. Quand tu mets un record du monde, t'es obligé de faire un contrôle. Même si c'est un record de France, t'es obligé de faire un contrôle. Autrement, dès que t'as un record, pas le truc. Ouais. Et quand t'as une médaille, par exemple, au JO? En fait, ça fonctionne... c'est un peu... je sais pas trop comment ils choisissent. Je crois que c'est un peu un tirage au sort. Mais tu donnes... Quand t'arrives dans un grand championnat, t'as une accréditation. Donc, ton accréditation devient un petit peu ta carte d'identité. Donc, quand tu es en chambre d'appel, tu donnes ton accréditation, après tu vas nager et tu la récupères plus tard. Et les mecs te chopent ton accréditation, ils le mettent sur un truc. Tu as été choisi, et à la fin de ta course, ils disent, bah là, bon, contrôle antidopage, tu as un mec qui te suit pendant ta récupération, il regarde ce que tu manges, il regarde ce que tu bois pour voir que tu triches pas. Et après, tu fais ton contrôle. C'est incroyable. C'est fou. Ça t'a plu les JO de en faire France, porteur? Ouais, ça t'a plu? C'était fou, ouais. C'était incroyable. En fait, je m'attendais à... À rien? Ouais, pas grand. Enfin, si, je m'attendais que ce soit bien parce que c'est en France et que... Non, mais oui, t'avais pas des... Enfin, oui. Je m'étais pas trop imaginé le truc. Je m'étais imaginé que les Français allaient être bons pour les athlètes qui réussissent. Mais en fait, l'engouement qu'il y a eu pour tous les athlètes, j'ai trouvé ça incroyable. Parce qu'on est quand même, on est un peu râleurs, tu vois, les Français. On critiquait avant que ça commence. Ouais, c'est facile, tu vois. Et puis on a eu beaucoup de critiques. Oui, les places sont trop chères, la Seine va être polluée. Enfin, les médias, tu vois, on aime bien un peu le côté négatif. Ils recherchaient négatif. Et en fait, ça a été une fête de fou. Les gens qui étaient à Paris m'ont dit, mais Paris, c'est incroyable, et ça met la bonne humeur de partout. Les stades sont pleins. Donc en fait... Dans un contexte géopolitique qui était pourri juste avant. Horrible. D'un coup, tout le monde fin juin, t'as les législatives, après c'est le bordel. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, le sport, ça rassemble de fous. Et ça a fait du bien aux gens. Alors moi, j'étais dedans, donc j'ai pas vraiment pris conscience de tout ça. Mais quand je suis rentré chez moi, après, les gens me disent, putain, c'était incroyable. Et moi, perso, j'ai vraiment kiffé parce que c'était mes 4e, parce que c'est en France, j'ai eu la chance d'être porteur de flammes, porte-drapeau. Je me suis amusé un peu avec le public à la Défense, donc c'était génial. Ça arrivera qu'une fois dans ta vie de sportive, que ça soit à Paris, en France. Ouais. Ça va pas arriver avant... Bah, je sais pas quand. On sera peut-être plus là, je pense. Ouais. Il y a les jeux, je crois que les prochains jeux en France, c'est les Jeux d'hiver, c'est en 2030. Mais je vais pas faire du bobsleigh, tu vois, donc... T'as fait du hand, la natation. Ouais, on va Il y a un autre sport que t'aurais kiffé faire?
Il y a plein de Plein de sportifs sports. Il y a plein de sports que j'aime, mais tu peux pas tout faire. Tu sais ce que tu veux faire après ou pas? Tu sais que tu vas encore durer, repousser encore peut-être 2 ans. T'as déjà une idée pour la suite après? Comment tu pourras... J'ai plein d'idées sans en avoir, en fait. J'ai l'impression que mes envies fluctuent et... Faire à mesure? Ouais, je pense que quand j'avais 25 ans, j'avais pas les mêmes envies que maintenant. Donc on verra. Je pense que j'ai envie de rester dans le sport parce que beaucoup de monde m'ont beaucoup appris. Donc j'ai beaucoup, entre guillemets, de savoir dans mon domaine. Et j'ai envie de le redonner parce que j'estime que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je vais pas garder ce truc que moi je sais, je vais le rendre aux plus jeunes générations. Et ça tourne et c'est comme ça, je trouve, le sport, il faut donner. Ouais. Donc je resterai dans le sport et après je suis un peu curieux, donc si on m'invite à avoir de nouvelles expériences, j'essaierai de nouveaux trucs. Est-ce que quand tu commences à gagner ta vie comme ça, à réussir, est-ce que tu as pu te faire des plaisirs? Des kiffs, je sais pas, des voyages. Comment tu t'es fait plaisir quand tu gagnes un peu d'argent en gagnant des médailles ou j'en sais rien avec des sponsors? Est-ce que tu t'es fait un peu kiffer? Tu sais que t'es un kiffeur. Ouais. Comment tu t'es fait kiffer toi? Alors, mon premier kiff, moi je suis fan de Porsche. Et quand on partait en vacances avec mes parents, dès qu'il y avait une Porsche, je disais à mon père, c'est quoi cette Porsche, j'adore et tout. Et j'avais un magasin de voitures anciennes à côté de chez moi, à côté de chez mes parents, pardon. Et quand j'ai été champion olympique, je crois que la prime c'était 50 000 €. Donc ça fait beaucoup d'argent sans faire beaucoup d'argent, parce que si tu rapportes 50 000 € divisé par 4, divisé par 12, ça doit faire à peu près un SMIC. Donc c'est pas énorme. Oui, par rapport au nombre de... Ouais. C'est 4 ans, tu vois. Ouais. Donc 50 000 en 4 ans, c'est pas forcément beaucoup. Et il faut gagner. Et donc je suis allé directement dans cette boutique de voitures anciennes et je me suis acheté une Porsche 965 Turbo. C'est celle de Bad Boys un peu, tu vois, avec le gros Avec le rond derrière là. Ouais, j'ai payé 42 000. Je me suis fait un kiff. Après, j'ai gagné d'argent après avec les sponsors et tout, et je place, tu vois. J'ai un peu dans la pierre, etc. Mais je pense que le plus gros kiff que je me suis fait, c'est ça. Ouais. Et tu disais dans une interview que tu t'étais fait arrêter à 295. Là, je me suis pas fait arrêter. Non, Heureusement que non. Je me suis pas fait arrêter, mais j'ai roulé à 295 avec cette voiture-là. C'est vrai? Ouais. Putain, sur un circuit ou non. Non, ok. En Allemagne? Non. Je vais pas mentir. Non, mais c'est une connerie. Hein. J'étais plus jeune que ça et il faut pas le faire. Mais j'avais envie de voir un peu ce que donnait cette voiture. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est pas forcément la vitesse qui me fait kiffer maintenant. Mais tu t'es pas fait arrêter, tu disais, où tu avais eu ton permis qui avait été retiré, si. Non? Mais j'étais pas à 295. Autrement, je serais en prison, je pense, à 295. T'aurais été au JT déjà. Je me suis fait arrêter. Faut pas rouler vite, les gars, à cette vitesse. Hein. Je pense que j'étais à 134, je crois, au lieu de 90. D'accord. Donc c'est entre 40 et 50. Déjà, c'est suffisant pour se faire sauter le permis, ça. Ouais, j'ai pris 3 mois. Ouais. Et ça t'a pas aidé d'être reconnu parfois par la police quand tu te fais arrêter À ce moment-là, non. Mais en fait, c'est soit ils t'aiment bien, soit ils t'aiment pas. Donc, il y a personne qui déteste. On peut pas détester un nageur. Tu peux ne pas le connaître. Je sais pas, ouais. Il y a des gens qui m'aiment pas, mais détester, c'est vrai que c'est... Oui, t'es pas politique. Un politicien, ouais. tu peux... tu peux le détester. Tu peux le détester. Un nageur, bon, tu l'aimes. Ça m'a... Ouais, quand téléphone, par exemple, ils sont un peu cool. Qu'est-ce que j'ai eu? Ceinture, je mets tout le temps ma ceinture. Non, le truc le plus con que je fais, c'est le téléphone. Je roule pas forcément vite. Enfin, une fois, oui, mais c'est pas ce qui me caractérise. Oui, c'est ça. Non, le téléphone, je me suis fait beaucoup arrêter pour le téléphone. Enfin, beaucoup, je sais pas, 6-7 fois, tu vois, mais c'est déjà trop. Et tu disais que t'aimais rouler vite, etc., mais que t'avais déjà perdu un ami au volant. Donc, moto, ouais. En moto? Ouais. Et ça t'a fait ralentir un peu ou pas? Ouais. Ça a eu un impact sur ta conduite? Ça a eu un impact sur ma vie en général. Je pense que c'est pour ça que je suis un kiffeur, tu vois, parce que je me dis que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment et qu'il faut profiter, sans faire non plus des dingueries, ou des petites dingueries, mais pas mettre sa vie en jeu. Ça m'a calmé, oui, beaucoup, parce qu'en plus c'était mon meilleur pote et que je faisais les conneries avec lui. Mais j'ai passé le permis moto après, tu vois. Lui, il est décédé en avril, 1er avril 2013 en plus, poisson d'avril, tu vois, super. Et j'ai passé le permis en 2015. Donc ça m'a pas empêché quand même de... Par contre, je fais des circuits, si je veux me débrouiller. Ah, c'est vrai? Ouais. Où ça? Tu te fais des... Beaucoup au Castellet. Ah, d'accord. Ouais, d'abord, j'ai commencé sur le driving, c'est un petit circuit, et j'ai fait un peu de grands circuits aussi. Puis donc voilà, si je veux me défouler et que je veux...
C'est sur rouler circuit vite, maintenant, c'est ouais. sur circuit. Ouais. Ah, t'as une protection, t'as les gens qui sont autour de toi. Ah, mais c'est moins dangereux sur C'est une circuit. combi, ah ouais. Fabio Quartararo, qui est le champion aujourd'hui, qui a remplacé, enfin bref, qui est un super mec qu'on a reçu, il n'a pas de permis moto. Ah ouais? Non. Et Mais il a remplacé Valentino Rossi, c'est la star, etc. Machin, il a pas le permis adore. moto. Depuis qu'il a, je crois, 7 ans, il est sur une moto à 130 à l'heure à 7 ans, c'est déjà de la compète, etc. Ouais. Et ben, il n'a pas le permis moto. Il trouve ça trop dangereux, la route. Non. Il a raison. Ouais, il a raison. Ouais. Bah, la route, surtout à moto. Ah, c'est les gens, en fait, qui te voient pas. Sur un circuit, tu vas tous dans le même sens. Ouais, et puis. Et t'es protégé. En voiture, t'as la carrosserie. Hein. À moto, la carrosserie, c'est toi. Donc, Et là, t'as officialisé en mars, c'est ça, avec ta copine. je sais pas, c'était en mars, mais sans doute. Sans doute. On a noté ça. Là, comment tu l'as rencontrée, elle, par exemple? Comment on rencontre quand La on est vraie sportif histoire. de niveau, ouais. Elle m'a DM sur Insta. C'est vrai. Incroyable d'ailleurs. Mais ça, c'est le nouveau Tinder en vrai, Insta, tout le monde s'écrit. Et tu sais quoi, elle m'a DM sur Insta. En fait, t'as un mec sur Insta qui s'appelle Just Nils, qui fait des textes un peu, des poèmes, des trucs comme ça. Et c'est ça en fait. On s'est DM sur ce. Je te montre vite fait. Hop. Parce qu'en fait, je suis un peu un hypersensible. Je te laisse le temps de lire ou. Vas-y, t'inquiète, on va le mettre à l'image, on va faire un screen de Ok. ça, puis on va le laisser quelques secondes à l'écran pour que. Donc en fait, je suis un peu un hypersensible, moi. Je suis un hyper tout, d'ailleurs. Et en décembre dernier, j'étais à Paris, et puis je sais pas, j'ai vu ce truc-là, je l'ai mis en story, puis elle m'a répondu un truc drôle, et puis en fait, on a parlé. Et puis après, bah. Ça s'est fait naturellement. Ouais, non, mais c'est marrant parce que quand on raconte cette histoire, les gens ne nous croient pas parce que les gens se disent, bah, Flo, il a une notoriété, donc forcément, il va pas lire ses messages, tu vois. Alors, je lis pas tout, mais je sais pas, là, j'ai lu un truc, ça m'a fait rire. Genre, on est des êtres humains normaux, quoi. C'est pas. Il n'y a aucune différence. On va... Mais non, il n'y a pas de différence, à part qu'on passe plus souvent à la télé, et c'est tout. On est des êtres humains, moi, je vais faire mes courses, j'ai une vie complètement normale, tu vois. Et Donc, du coup, elle m'a DM sur Insta. Parce que toi, t'habites dans le sud. Ouais. Elle est venue habiter avec toi. Comment vous avez fait? Alors, elle était dans le sud pendant 4 mois, à côté de chez moi. On a même une ou deux soirées qu'on a passées dans le même établissement, mais on ne s'est pas vus. C'est marrant. Et en fait, elle est bretonne. C'est vachement proche d'Antibes en plus. Donc C'est hyper proche d'Antibes. Tu peux pas faire plus loin. Et donc, C'est on se complètement rencontre fin décembre, parce qu'elle vient à la maison fin décembre. Je l'invite et elle me dit, ah ouais, déjà, je me dis, ok. Et quoi. Je lui dis, genre au bout de 3 jours qu'on se connaît, tu vois, je lui dis, bah viens passer 2-3 jours à la maison, comme ça on se rencontre, parce que moi je partais en fait 6 semaines en Australie. Ah ouais, juste avant. Donc je lui dis, c'est maintenant Pardon, ou... petite pause. Comment tu fais pour un contrôle antidopage en Australie? Bah tu mets ton adresse. Ils viendront jamais, tu sais. Bah si, t'as des contrôleurs australiens qui viennent te C'est chercher. vrai? Ouais, j'ai eu. Mais quel enfer. T'es jamais tranquille. Tu peux partir en camping 2 semaines avec des potes, sans avoir peut-être... C'est compliqué. Tu peux demander une dérogation si tu fais un road trip, mais généralement ils te disent pas trop oui. Bah, autrement c'est trop facile. Moi je te dis, vas-y, je vais faire un road trip, ouais, je me charge pendant 2 semaines. Ah ouais. Ok. En fait, il faut toujours penser qu'il y a des gens qui... Ils pensent méchants, genre... Ouais, t'as raison. Ils sont perfides. Donc, voilà. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé pour Pas de problème. Et donc, elle vient à la maison, donc je me dis, wow, déjà, c'est cool. Tu vois, venir chez un mec que tu connais pas, ça, c'est une rencontre un peu spéciale. Donc on se rencontre. C'est vrai, tu la rencontres? Ouais, je la rencontre, genre je vais la chercher à l'aéroport. C'est un peu loufoque, tu vois. Mais... C'est risqué. Bah, c'est risqué. Et surtout pour elle, tu vois, je pense que quand t'es une femme, c'est compliqué déjà de se déplacer et de dire, bah, ce mec-là, avec tout ce qu'on entend maintenant, tu vois. Donc peut-être que le fait que je sois connu, là, elle me l'a dit. Ça l'a rassurée? Bah, elle se dit, bah, de toute façon, si jamais il se passe quelque chose, ça se saura. Donc, cool. Donc, elle est venue. Et on a fait directement une soirée sur Nice. Du coup, pour un peu détendre et qu'il y ait d'autres gens autour de nous, tu vois, parce qu'autrement, moi, j'aime pas les dates, tu vois. Ça t'angoisse? Ah ouais, j'aime pas du tout. Tu vois, si jamais ça colle pas, bah, tu fais comment 2 jours comme ça. C'est l'enfer, ouais, exactement. Donc, pas de date. Direct, on fait une soirée, ça colle, puis elle reste un jour de plus parce qu'elle se fait voler son permis et sa carte d'identité. Là-bas? En soirée. Putain. On était le 30 décembre. Oh, ok. Et donc, je lui dis, bah écoute, soit je t'amène au train là maintenant, c'est dans une demi-heure, ou soit tu restes un jour de plus, mais on va tomber amoureux.
Et donc, du coup, elle est restée un jour de plus et on est tombé amoureux. Donc, après, c'était compliqué parce qu'elle partait en Afrique du Sud pendant 6 mois. Donc, on a fait 6 semaines en Australie. Après, je l'ai rejoint en Afrique du Sud 3 fois. Ah, waouh! Et là, elle a déménagé dans le Sud pour pouvoir bosser dans le Sud. Et, Putain, bravo. Elle fait quoi dans la vie, là? Elle est en dernière année de... Je sais plus comment ça s'appelle, licence, machin. Tu sais, moi, je suis pas trop allé à l'école, donc tous ces trucs. Bac plus 5, c'est quoi? C'est licence? Je sais pas. Master, ok, master. Elle est en dernière année de master, elle est à l'école encore, et elle bosse dans une... Elle a commencé il y a 4 jours, dans une boîte de compléments alimentaires, un peu. En gros. D'accord. En gros. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer, là? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus, là? D'être heureux, c'est tout. C'est le seul truc qui me... Bon, t'as l'air de l'être, t'as une tête de mec heureux, je trouve. Ah ouais? Ouais, quand je t'ai vu arriver, j'ai une tête de mec heureux, lui. Je fluctue. C'est vrai? Ça dépend, ouais. C'est un peu... En fait, je peux être très haut et je peux être très bas. Mais en ce moment, ça fluctue pas mal. Ouais. En fait, l'après-JO, c'est compliqué. Ah bon? Ouais. Pourquoi le fait d'avoir vécu tant d'émotions, c'est Ouais. ça En fait, moi, j'ai vécu, comme je te dis, les 6 derniers mois, c'était un truc de fou. J'ai fait plein de choses. On m'a demandé de faire la flamme, comme je te dis. On m'a élu porte-drapeau. Genre, moi, je prends, tu vois, je suis trop content. Et après, tu fais les jeux. Là, j'étais en liesse avec le public. La deuxième semaine, c'était génial aussi. Tu fais la fête. Et après, tu rentres chez toi. Et en fait, tu as la même vie. Et donc, tout ce que tu as imaginé pendant 7 ans, 8 ans, où tu te levais le matin et disais, il y a les Jeux à Paris, c'est fini, en fait. Tu étais là. Un peu comme une fin de vacances. Une sorte de vertige, comme, après. Ouais, c'est très bizarre. Tu vois, quand tu rentres de vacances fin août et que tu dis, OK, là, maintenant, ça recommence, quoi. C'est fini. Tout ce qui était bien, c'est fini. Et il faut attendre un an. En fait, il faut d'autres objectifs dans la Il faut tête. tout de suite se mettre un truc. Sauf qu'il faut aussi un peu se libérer, un peu aller en vacances. Mais tu reçois tellement d'amour des gens. En plus, le sport, c'est un peu un spectacle, et ça s'est bien passé. Donc, tu t'habitues. Et en fait, après, tu rentres chez toi et ça te manque un peu, même si c'est des gens que tu connais pas forcément. Tu vois, ça peut être le public à la piscine, mais c'est aussi des gens sur les réseaux sociaux qui te félicitent. C'est toujours agréable, tu vois, ça fait ton ego. C'est l'amour. On a tous, les athlètes, on a tous un ego, comme les gens, les artistes, comme les acteurs, etc. Ça fait toujours plaisir. Et t'arrives et tu rentres chez toi et t'es là, OK, rien n'a changé, en fait. Donc, t'as la même vie. Et c'était à Londres, c'était horrible. À Londres, vraiment, en plus, j'habitais dans un petit appart de 50 mètres carrés. Je me disais, OK, je suis devenu champion olympique, mais en fait, je suis le même. Toi, tu t'imagines, qu'il y aura je vais avoir une vie, je vais rentrer dans la jet set, je vais rencontrer plein de gens. Mais en fait, non, le 8 septembre, tu retournes au charbon et tu retournes t'as la même vie. Matin, ouais. Donc, tu fais juste légende une fois par an, mais le reste du temps, t'as une vie qui est assez normale, quoi. Donc, oui, il faut se trouver des objectifs pour la suite. T'es obligé. Toujours pour après, quoi. Mais c'est pas que les sportifs, c'est tout le monde d'ailleurs. Si tu te lèves le matin et que t'as pas d'objectif, ouais, je suis d'accord. On m'a fait signe qu'il y avait la montre derrière, il fallait que tu y ailles. Okay. Merci beaucoup d'être venu. C'était un Merci plaisir à toi, de te Guillaume. rencontrer. Merci. Je mettrai tes réseaux. T'es actif sur quel réseau en cliquable sous la vidéo si vous voulez suivre Florent? T'es actif sur quoi? Insta, TikTok. Ok, vas-y. Je mets les deux en cliquable si vous voulez suivre comme ça son quotidien. En tout cas, merci à vous tous d'être là de plus en plus nombreux tous les mercredis, vendredis et dimanches. On se retrouve sur Légende pour 3 interviews par semaine. Et merci de nous écouter beaucoup en podcast audio et de faire de Légende le premier podcast de France au jour du tournage, encore une fois. Voilà, merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission, de l'avoir tournée aussi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.